J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Smith qui va parler de son nouvel ouvrage Désidération prologue. Je vais présenter brièvement. Smith est un artiste pluridisciplinaire. C'est peut-être plus simple de parler des différents médiums que tu n'utilises pas plutôt que ceux que tu utilises. Mais ça comprend la photographie, la sculpture, le film, le travail sonore, la performance. Et la collaboration est également très importante dans ton approche artistique. Smith est aussi un ami de la revue The Eyes, ayant avec Nadège Piton co-dirigé le numéro 2020 qui s'appelle Transgalactique, autour de la représentation des transidentités dans l'histoire de la photographie. Vous pouvez découvrir aussi sur le stand de The Eyes. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ce nouvel ouvrage, Désidération prologue. Et pour commencer, je pense que la question la plus évidente qui me vient, c'est le fait qu'on ait prologue dans le titre de cet ouvrage. C'est un prologue à quoi exactement ? Est-ce que je suis intelligible ? Bof, oui. Non, ça marche quand même, ça marche. Bonjour. Alors, déjà, c'est un petit peu une tendance que j'ai à me perdre un petit peu en prologue, en préface, en préambule, en permanence. Ce livre s'appelle Prologue. Alors, peut-être que pour l'expliquer, il faut dire que cet ouvrage qu'on publie avec Textuel, on m'entend bien, hein ? Oui. C'est OK. J'ai peur d'avoir le Covid et de le transmettre à tous les gens qui parleront après dans ce micro et de m'en vouloir toute ma vie, donc je préfère garder le masque. C'est en fait une séquence d'images qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui s'appelle Désidération et qu'on a décidé d'isoler comme étant peut-être finalement la manière la plus simple d'introduire cette entreprise-là, qui prend le nom de Désidération et qui se disperse, s'étend, se partage, se découpe comme les tentacules d'une sorte de monstre gigantesque. Et en fait, ce livre est le prologue, qui est un prologue en fait qui se passe un petit peu de discours, qui est un prologue en images. C'est quelque part le postulat, le point de départ de tout ce projet qui s'appellera Désidération. Et peut-être que si je rentre tout de suite dans le détail, je vais peut-être tout dire, alors il vaut mieux qu'on qu'on échange. Ça amène naturellement cette question de justement ce terme un peu qu'on connaît mal. De quoi il s'agit de cette désidération ? Alors, pour le décrire rapidement, à chaque fois, j'essaye de décrire ce projet différemment, justement, pour voir où il peut me mener, même dans sa simple énonciation. C'est peut-être d'abord une étymologie, désidération. Donc, on retrouve sidus, sidéris, qu'on a dans l'étoile, dans sidéral, intersidéral. Donc, ça désigne un astre. Et le dé, qui, en français, prive. Donc, ça désignerait une privation ou un lien perdu avec les étoiles. Souvent, on décrit la sidération comme quelque chose de plutôt négatif, c'est-à-dire être sidéré, c'est être empêché d'agir face à l'influence de quelque chose qui nous bloque, qui nous sidère totalement et qui nous empêche d'agir. Et en appelant ce projet Désidération, ce que j'ai cherché à désigner, c'était d'abord quelque chose qui avait à voir avec ma propre expérience des choses spatiales dans mon quotidien, c'est-à-dire leur absence totale. C'est-à-dire que vivant à Paris, les étoiles, je les vois très rarement. J'en vois quelques-unes, je vois parfois poindre une planète ou une constellation très légèrement avant que des nuages viennent les recouvrir. Et mon expérience du cosmos, c'est un au-delà, lointain, invisible, dont je sais bien qu'il fait partie de mon environnement, mais que je ne vois pas. Et ne le voyant pas, ça reste quelque chose dont je suis privée, quelque part. Et la désidération, c'est donc à la fois cette privation avant tout visuelle, expérientielle, phénoménale des étoiles, mais c'est aussi finalement l'observation que
il y a peut-être un problème, que cette privation des étoiles est en quelque sorte le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave. Pour des raisons purement matérielles, si on en est privé, c'est parce que la lumière des villes, la pollution visuelle due à l'excédent de lumière, mais pas seulement, la pollution aussi tout court, nous prive de cette vision. Et de quoi cette position est-elle l'effet d'un mode de vie qui aujourd'hui arrive à une certaine aporie et qui conduit simplement à ce que on appelle la fin du monde, comme le rapport du GIEC par exemple nous laisserait à le penser, c'est-à-dire qu'on est condamné à vivre plus qu'une dizaine d'années dans des conditions vraiment pénibles d'un point de vue environnemental, économique, sanitaire, etc. Et puis ensuite on s'éteint. Et en fait, la désidération, en commençant par cette observation, essaye de proposer d'autres visions du monde. Nous, on appelle ça d'autres mythologies, d'autres propositions, d'autres fictions, pour composer d'une autre manière avec ce cosmos qu'on a tendance, dans notre civilisation contemporaine, à considérer comme un extérieur absolu. D'une part, donc, parce qu'on en est privé, c'est ailleurs, c'est autre part, et aussi parce que j'ai le sentiment que ce que notre culture, notre civilisation nous propose comme rapport à l'espace, c'est avant tout un rapport d'exclusivité, d'exclusion. Il y a la Terre et le cosmos. Et cet ailleurs, quelque part, à la fois, le premier rapport qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un rapport de conquête, en fait. Il s'agit d'aller dans l'espace pour y faire des expériences, pour planter des drapeaux sur d'autres planètes, pour envoyer nos satellites dans l'espace. Et ça a des effets qui sont néfastes finalement sur nous et sur notre quotidien, et donc notre impossibilité d'accéder à cet autre et de le maintenir comme autre. Et pour finir sur ça, j'y vois en fait le symptôme d'une vision du monde qui est en permanence dans l'exclusivité et non pas dans la transitivité. On met des frontières, des barrières entre Terre et cosmos, masculin et féminin, humain et non humain, etc., etc. Donc c'est le prologue à quoi ? Le prologue, c'est un constat. C'est des images qui sont vraiment un journal, en fait. C'est des images la plus ancienne du livre date d'il y a plus de 20 ans et la plus récente date du début de l'année. Donc c'est vraiment un journal personnel de ces 20 dernières années, d'une certaine manière, et dans lequel je fais ce constat-là d'une sorte d'obligation à me conformer à un ensemble d'exclusions. Voilà. Et ce qui est intéressant en t'écoutant un petit peu expliquer ce concept très riche, c'est qu'on pourrait s'imaginer avoir des images radicalement différentes de celles que tu as réalisées. Et justement, tu as évoqué à un moment la question de la fiction. Et donc, en regardant, quand on parcourt ce livre, on ressent cet univers fictionnel, le monde du récit, de la narration, sans bien sûr être dans une histoire très lisible, disons. Mais quel rôle joue la fiction justement dans ton approche de ces questions que tu évoques ? Nancy Houston dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que nous, les humains, on est la seule espèce fabulatrice. On est les seuls à créer des fictions. Et donc, je tire parti de ce privilège qu'on a peut-être qu'un jour on prouvera le contraire, mais de faire partie de la seule espèce qui est capable de créer des fictions. Et pour moi, créer des fictions, c'est proposer d'autres visions du monde. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures, ça veut dire juste de proposer d'autres imaginaires. Tout à l'heure, par exemple, quand j'ai essayé de replacer le spatial dans notre civilisation contemporaine, je disais on le voit toujours comme un grand exclu, un grand dehors, soit qu'il faut conquérir d'une perspective un peu masculiniste et destructive. Je pense évidemment à Jeff Bezos, à Elon Musk, qui ont forcément ce rapport de conquête et de destruction par là même, puisqu'on envoie nos virus quelque part, ne serait-ce que le virus de la vie dans l'immensité du cosmos, en procédant comme il procède. Et aussi parce que je pense qu'à l'inverse, il faut imaginer un rapport de désir avec l'espace, avec le cosmos. Et le désir, ça implique pour moi de respecter l'autre dans son mystère et dans son opacité, et pas être justement dans la conquête, mais dans le respect et dans la transitivité. Et alors, ce rapport-là à l'espace, il n'existe pas aujourd'hui. Il a existé dans d'autres cultures, il a existé dans d'autres civilisations, mais celle dans laquelle je vis aujourd'hui ne me propose absolument pas cette vision-là. Donc c'est en créant des fictions
que dans mon travail, j'essaye de restituer ce désir-là. Parce que désidération, c'est aussi l'étymologie du mot désir. Le mot désir vient de désidération, c'est l'absence des étoiles et le désir qu'elles réapparaissent, qu'elles reviennent présentes à nous et en nous. Et donc, à travers les fictions qui ne sont pas forcément présentes dans le livre, qui est quelque part le prologue à cette fiction, pour répondre à la question de tout à l'heure, mais en découle justement, c'est comme si dans ces images, c'est la vision du monde que j'essaye de décrire et dans laquelle je souhaite justement briser toutes ces frontières et briser ces binarismes et ces oppositions. Quand je photographie un chien, quand je photographie un insecte ou même un ciel étoilé, je pense que mon regard est le même. En tout cas, je m'efforce d'essayer d'avoir un regard qui soit le plus horizontal possible, avec ces êtres qui me sont toujours proposés comme étant autres que moi, un non-humain, etc., un non-vivant, même une pierre, etc. Et par exemple, Désidération, dans un autre chapitre, on pourrait dire, qui cet été était montré, par exemple, aux Rencontres d'Arles, en même temps que les images qui sont dans ce catalogue. On a introduit plusieurs personnages, par exemple Radio Levania, qui est un personnage qui est l'incarnation du message du cosmos porté par les météorites, qui sont des objets scientifiques chargés de savoir et de connaissances. Nous, on a donné une voix en fait à cette météorite qu'on a appelée Levania, et on a aussi donné une voix aux choses terrestres qu'on a appelées Anamandasines. Et la fiction de la rencontre entre Anamandasines et Levania, c'est une manière de restituer, qui est presque une rencontre amoureuse, en fait, le terrestre qui est tourné vers le cosmos en attente d'une communication, d'un message, d'une reliaison. C'est le début d'une fiction qui sert à réintroduire ce rapport de désir, en fait, avec les choses cosmiques. Et il y a également quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément à l'écran de manière claire, mais qu'on voit très bien dans l'ouvrage lui-même, c'est cette qualité métallique qu'ont ces images. Et le métal est une substance qui revient à travers tout le projet, dans la plateforme. Donc, j'aimerais savoir un petit peu ce que le métal évoque pour toi dans ce projet-là. Et aussi, ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire, c'est cette idée, en regardant ces images, malgré le fait que beaucoup d'entre elles sont des sujets très humains, on a l'impression de les regarder peut-être de la perspective d'un non-humain, justement. Donc, est-ce que ces deux choses-là sont liées, ou peut-être que c'est deux questions complètement séparées? Non, c'est intéressant parce que dans les deux cas, pour moi, ça pose la question du point de vue et du déplacement du regard qui est nécessaire pour appréhender quelque part ces images, ou peut-être plutôt auxquelles ces images invitent. La question du métal. Alors déjà, j'aime bien écouter du métal, mais ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà dans la construction même, parce que le projet, quand il était exposé à Arles et avant ça au Frénois ou aux Filles du Calvaire, faisait partie d'une installation en fait. Donc les images sont prises dans une grande installation qui implique effectivement des architectures souvent en acier que je conçois avec un studio d'architecture qui s'appelle Diplomate et avec lequel j'ai travaillé ces 5 dernières années pour créer justement des espaces, recréer dans les espaces dans lesquels on est invité des nouveaux espaces, donc inviter le spectateur à se déplacer différemment dans des espaces classiques quelque part, faits pour accueillir des œuvres d'art. Et le fait de tirer ces images métal, alors déjà, on utilise des matériaux qu'on retrouve dans les météorites, donc qui sont des matériaux qui sont aussi extraterrestres. Et ce sont des matériaux qui en plus peuvent, comme beaucoup, mais ceux-là, ça nous intéresse particulièrement de les voir quelque part changer d'état, qu'on peut fabriquer, fusionner, etc., différemment. Et par rapport aux images, elles sont tirées sur aluminium simplement parce que comme ce sont souvent des grands formats, en fonction de la manière dont la lumière et le type de lumière, que ce soit une lumière naturelle, un spot, un néon, on utilise beaucoup de néon qui est là encore un gaz formé dans les étoiles au moment de l'explosion d'une étoile pour éclairer ces images en général. C'est un matériau sur lequel la lumière, en fonction de l'angle selon lequel elle va taper dans l'image et elle va être reçue par le spectateur en fonction de sa position, va complètement modifier l'image. Et ce qui est intéressant dans les expositions, c'est qu'on fabrique des déambulations qui forcent le spectateur, s'ils veulent voir l'image correctement, le spectateur ou les collectionneurs ou n'importe qui se retrouverait face à ces images, à se déplacer en permanence.
Donc déjà, dans son appréhension même de ce qu'on est en train de montrer, il est obligé de se déplacer, il n'y a aucun point de vue optimal pour les regarder. Une autre série de ces mêmes images était montrée, imprimée, découpée en fait, comme sur des bandes de matière, et il était obligé, pour la voir apparaître, de se déplacer littéralement dans l'espace. Et ce à quoi essaye d'inviter ce projet, c'est justement à changer de point de vue, non seulement sur notre rapport au cosmos tel que ça nous a été enseigné, tel que ça nous est proposé, mais aussi, pour moi, le cosmos, c'est pas seulement ce qui est non terrestre, c'est tout ce qui, finalement, tout ce qui est, ça appartient au cosmos, et je trouve ça toujours aussi sidérant qu'on continue aujourd'hui à penser, y compris dans la philosophie contemporaine, le spatial et le cosmos comme un extérieur. Donc tout consiste à le ramener, à essayer de proposer un retour, je sais pas, une réinvitation du cosmos comme étant tout ce qui est. Et c'est pour ça qu'il y a une place assez importante dans toute la mythologie du projet qui est faite aux météorites, parce que, à titre personnel, je suis vraiment inspirée par le mythe, tant qu'il n'est pas parfaitement attesté, on peut l'appeler qu'un mythe et pas encore une vérité scientifique, mais le mythe de la panspermie, c'est-à-dire de l'apparition de la vie sur Terre grâce aux acides aminés contenus dans les météorites. Et donc pour moi, à partir du moment où le vivant pourrait, ou de toute façon est issu de rencontres inédites entre des molécules cosmique, à partir du moment où on met cette météorite un petit peu comme l'objet transitionnel entre le terrestre et le cosmos, et la preuve que ces deux choses sont simplement un continuum, c'est intéressant aussi de retrouver ces matériaux-là à l'intérieur des images mêmes et de la façon dont elles sont montrées. Et on le voit même dans ton accrochage sur le stand de la galerie des Filles du Calvaire, où on retrouve encore ce métal, cet accrochage assez unique pour montrer ces images. Il nous reste juste quelques minutes, donc est-ce qu'il y a des questions parmi le public ? Parce que moi j'en ai encore des dizaines, donc il n'y a aucun souci, mais je voulais quand même vous laisser un petit peu la parole. Ah bah tant pis pour eux. L'autre, oui, tu as aussi évoqué le fait que certaines de ces images ont plusieurs années. Souvent dans la photographie, disons, l'unité du travail photographique, c'est souvent la série, le projet distinct, et on passe à une autre série, un autre projet. Il me semble que ce n'est pas du tout le cas pour toi, que tu ne travailles pas de cette manière. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu rassembles des images pour un projet comme celui-là ? Justement, c'est assez... il y a vraiment quelque chose un petit peu comme la façon dont fonctionne l'univers, quoi. Finalement, c'est un chaos de molécules, en l'occurrence un chaos d'images, qu'il s'agit d'organiser au fur et à mesure, une fois qu'on en a, disons, une certaine quantité. Et la façon dont j'ai travaillé depuis toujours, en fait, j'ai fait des images et j'ai eu la chance de pouvoir les garder, en fait, et de les archiver vraiment depuis l'enfance, sans prendre conscience pendant les 25 premières années que ça pouvait être de l'art, en fait. Donc j'ai accumulé une énorme quantité de photographies, mais surtout une manière d'être au monde qui passe avant tout par l'acte photographique. C'est-à-dire que chaque jour, je fais encore aujourd'hui des centaines de photos, en fait, que ce soit avec l'iPhone, avec un appareil qui soit dans mon sac, et une production d'images qui définit quelque part mon expérience du monde, mes rapports aux autres, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une archive assez considérable d'images qui est présente, et la façon dont j'ai constitué mes séries jusqu'à présent, c'était d'un seul coup d'identifier dans cet amas d'images une parole, un discours, ou en tout cas quelque chose de singulier que j'avais envie d'organiser et de verbaliser et de nommer, de donner un nom comme Traum, spectrographie, l'OILU, ou là par exemple Désidération. Et Désidération, c'est assez drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'aller chercher si loin dans des archives, et j'ai passé un été complet à scanner des négatifs pour y trouver des images. C'est des images qui sont faites, par exemple la photo de la couverture, c'est un Polaroid, mais il y a aussi des images qui ont été prises avec des téléphones, il y a des images qui ont été prises à la chambre, il y a tout un ensemble de techniques, et je me suis aperçue, déjà le métal, ça me permet un petit peu de fondre ces différences et ces singularités, et de donner
je ne sais pas comment on pourrait dire, une écriture peut-être cohérente ou harmonieuse par rapport à toutes ces images de qualité assez différentes. Mais surtout, c'est la première fois que j'ai eu l'impression, en me penchant vraiment sur ces années d'archives, que cette question du regard, j'ai pas répondu quand tu as posé la question de se mettre quelque part à hauteur d'animal, mais qu'en fait, elle était présente depuis le début. Et c'est entré vraiment en cohérence avec ma déprime profonde, en fait, par rapport à l'état de civilisation qui est celui qu'on a en partage aujourd'hui, et qui avait peut-être une autre façon, un autre regard à proposer sur le monde, en fait, que celui que j'ai un petit peu l'impression de subir. Et si ça peut simplement passer par, je sais pas, un regard amoureux sur une menthe religieuse, ou sur un chien dont on a presque l'impression qu'il est en train de me sourire et dont j'avais quasiment l'impression d'entendre dans ma tête ce qu'il était en train de me dire, ou le rapport, vraiment presque que moi j'appelle désidération, qu'on pourrait appeler amoureux, mais je n'ai toujours pas trouvé vraiment le mot exact, qu'on ressent quand on a la chance de pouvoir regarder un ciel étoilé, ou tenir une météorite dans sa main, ou d'être directement en contact avec cet autre absolu, que ce soit un animal, du cosmique, etc. Et ce sentiment-là, je trouve justement que c'est peut-être un point autour duquel, pour la première fois, parce que j'ai peut-être fait des œuvres jusqu'à présent qui pour certains pouvaient sembler un peu obtus ou compliquées ou incompréhensibles, mais j'ai l'impression que dans cette expérience-là, la plupart des gens peuvent se reconnaître. C'est-à-dire que, y compris même des gens qui verraient pas, qui n'auraient pas accès à la vue, ce sentiment-là d'une connexion ou d'une familiarité ou d'un état presque amoureux avec ce qui nous dépasse et qui est proposé comme étant autre que nous, et avoir l'impression que c'est puissamment en fait quelque chose qui nous appartient et qui est à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est ça désidération. Donc certaines personnes sont peut-être déçues de ne pas y voir des images astronomiques ou vraiment un travail sur le cosmos, parce que pour moi le cosmos, c'est ça, c'est le sentiment de la diffusion de soi-même dans un paysage, ou une relation avec quelque chose qui nous dépasse. Merci beaucoup, Smith. C'est un projet extrêmement riche et complexe, donc on peut à peine effleurer vraiment la surface avec si peu de temps, mais vous pourrez en découvrir davantage. Je crois que tu signes l'ouvrage sur le stand de Textuel à 16h aujourd'hui, donc c'est le stand SE9. Donc vous pourrez retrouver Smith à ce moment-là, et puis aussi voir les tirages tirés de la série sur le stand des Filles du Calvaire, C16. Et merci encore à toi. Merci mille fois.